Donc je m'appelle Sarah Huet, j'ai presque 40 ans, 39 encore. Je suis parisienne aujourd'hui. Je suis la cofondatrice de E-Female Agency, qui est une agence de recrutement pour des top talents féminins. Je suis aussi la cofondatrice de Leia Capital, qui est un fonds d'investissement qui est porté pour des projets pour des femmes. J'ai donc 39 ans, j'ai 3 enfants et d'où je viens de province, donc je viens de Reims, qui est dans l'Est. J'ai un parcours assez classique en école de commerce et puis après j'ai fait plein de choses différentes, donc j'ai une carrière qui n'est pas tout à fait linéaire. J'ai commencé dans des grandes entreprises, j'ai commencé chez Thales, puis j'ai évolué chez LVMH. Avant ça, j'ai fait beaucoup de conseils, j'ai fait pas mal d'international, avant de rejoindre finalement un fonds d'investissement qui s'appelait Partech, qui s'appelle toujours Partech, un gros fonds, et puis de me tourner vraiment vers le secteur du digital ces 7-10 dernières années, dans l'investissement, dans le conseil aux startups. Et puis finalement, je suis aujourd'hui entrepreneur, donc depuis presque 3 ans, avec Alexia Books, ma cofondatrice sur E-Female Agency, et sur Leia Capital, 29 autres femmes. Je ne me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat si j'avais pas eu toutes ces expériences professionnelles avant. Pour moi, c'était une nécessité. Je viens pas d'une famille forcément d'entrepreneurs et donc j'avais besoin de me confronter au monde de l'entreprise avant de pouvoir me lancer, d'être un peu plus assise sur mes acquis, développer des compétences et surtout, c'est le principal, développer un réseau. Parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est avant tout cela. Moi, j'avais pas forcément de réseau en arrivant sur Paris. Comme je vous le disais, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile quand même de monter une entreprise quand on a potentiellement des clients déjà, des partenaires, des amis qui peuvent vous aider. Moi, j'ai monté une entreprise qui a tout de suite été rentable, donc c'était pas forcément des financiers pour investir dans ma boîte, mais surtout des gens qui allaient pouvoir m'aiguiller, m'aider, me conseiller et développer mon business. Donc toutes ces expériences, finalement, elles m'ont permis de rencontrer des gens et d'asseoir mes compétences avant de me lancer. Donc il y a un petit peu deux choix, soit on se lance tout au début et c'est plus facile parce que on n'a pas de prêt immobilier, on n'a pas d'enfants, c'est plus simple. Ou alors on se lance un petit peu plus tard, c'est d'autres contraintes financières c'est sûr, mais c'est aussi plus simple d'aller de l'avant quand on est bien entouré. Alors, E-Female Agency, c'est un cabinet de recrutement et de services pour des top talents féminins. Ce sont des femmes qui ont plus de 10 ans d'expérience professionnelle qui viennent nous voir. On a un positionnement qui est un petit peu atypique. On se considère comme agent de talent, donc on est chasseuse de tête. Bien sûr, on va chercher des talents, mais on a une position d'agent. On les conseille, on est là pour elles. Tout au long de leur carrière, donc c'est pas forcément du one-shot sur un recrutement, mais on va les conseiller avant, pendant et surtout après leur recrutement. L'idée c'était de pouvoir monter une communauté de femmes aussi, un club quelque part où elles pouvaient se rencontrer, networker et aussi apprendre avec nous. Donc souvent on fait bien au-delà du recrutement pour elles. Évidemment on travaille pour des entreprises qui nous payent, comme un chasseur de tête classique. En revanche, le positionnement qu'on a avec elles est beaucoup moins commercial que certains cabinets de recrutement. L'idée, c'est qu'on puisse créer de la confiance avec elles, comme un agent d'artiste finalement, qu'elles puissent aussi nous contacter quand elles le souhaitent. Donc on a vraiment une relation personnalisée avec chacune d'entre elles. Aujourd'hui, on est sur la France, mais on commence à faire des beaux recrutements aussi dans d'autres capitales européennes. Et nos clients, ce sont qui? Ce sont des startups, donc la tech, des fonds d'investissement, mais aussi des grandes entreprises de plus en plus, des ETI, des cabinets de conseil qui nous contactent parce qu'ils n'ont pas assez de femmes dans leur pipe de recrutement et à haut niveau. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 20% de femmes à haut niveau dans les comités de direction, dans les COMEX des entreprises. C'est à peu près le cas dans tout type d'entreprise, qu'on soit une grande entreprise, une ETI, dans le secteur public même. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. On a une loi qui nous aide depuis 3 ans, qui est la loi Rixin, qui ambitionne d'avoir plus de femmes dans les entreprises au comité de direction. On a eu la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans sur les conseils d'administration, mais ça n'a pas ruisselé sur les comités de direction des grandes entreprises, des entreprises de plus de 1000 salariés. Et donc le gouvernement a fait voter cette loi. Et cette loi met des quotas. Et donc on va avoir des quotas dans les grandes entreprises. Et nous, finalement, on est
un des bras armés pour arriver à ces ambitions-là. On l'espère ne peut-être plus exister avec le positionnement uniquement féminin dans 5 ou 10 ans, parce qu'on aura atteint la parité assez haut niveau. Voilà, et on fait recruter tout type de postes, aussi bien des directeurs financiers que des directeurs des ressources humaines, que des CEO, des directrices générales, voilà, tout type de métier, en revanche qu'à partir d'un certain grade. Alors pour moi, c'est un mal nécessaire. On n'aime pas parler des quotas en France. On ne sait pas trop pourquoi, le débat. Alors on aime bien débattre aussi de toute façon. Moi, si on me demandait mon avis, évidemment, j'aimerais que ça n'existe pas. Mais en revanche, il faudrait attendre plusieurs centaines d'années si on veut la parité à ces niveaux de responsabilité. Donc c'est en effet un mal nécessaire. Et surtout, ça a très très bien fonctionné avec Copé-Zimmermann il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a atteint des chiffres de 46% de femmes dans les conseils d'administration. Plus personne ne se demande si elle a été mise là parce que c'est une femme ou un homme, etc. C'est simplement que c'est une personne avec des compétences. Et finalement, on y est arrivé. Le monde entier aujourd'hui regarde avec envie nos conseils d'administration. Je ne vois pas pourquoi ça changerait quelque chose, qu'on le fasse aussi sur les comités de direction, les comités exécutifs. On peut aller de l'avant et dans 10 ans atteindre ces mêmes niveaux presque de parité sur ces hauts postes. Oui, je pense que c'est deux choses, le succès de A Female Agency, c'est la puissance de notre accompagnement. On a monté avec Alexia quelque chose qu'on aurait nous-mêmes aimé avoir quand on cherchait du travail. C'est en effet un accompagnement personnalisé, non commercial, du réseau aussi. Donc on va bien au-delà, on accompagne des femmes parfois sur des chasses sur lesquelles on n'est pas. En fait, on a un côté très, ce qu'on appelle dans la tech, pay it forward, c'est-à-dire on envoie l'ascenseur, même quand on n'attend rien en retour. Et souvent, ce retour d'ascenseur, on l'a plusieurs mois, voire même plusieurs années après. Et nous, ça nous va bien parce que c'est des femmes dont on veut suivre la carrière. On sait que ces femmes-là, elles peuvent aussi être nos clientes, en fait, demain, même si on ne les fait pas recruter. Elles vont savoir nous redonner ce qu'elles ont reçu. Et c'est un petit peu ça le secret, c'est qu'on a monté la boîte sans vraiment se dire qu'on allait monter une agence de recrutement. On s'est avant tout intéressé aux besoins de ces femmes, à pourquoi elles n'y arrivaient pas toutes seules, comment on pouvait plus les aider, ce qu'on pouvait faire. Et on a monté finalement une machine bien huilée, c'est sûr, c'est une machine bien huilée, c'est aussi du mentorat, c'est tout ce qu'on fait autour du recrutement. Mais c'est avant tout aussi un réseau qui s'entraide beaucoup. Et ce côté agent non commercial qu'on a monté, je pense que ça fait aussi partie du succès. On a aussi une marque qui est très forte et très bien identifiée aujourd'hui. Peu de gens le portent comme nous, on le fait. On dit souvent avec Alexia qu'on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est un petit peu ça, c'est aussi de pouvoir s'amuser. Il faut que les femmes elles prennent du plaisir dans un monde de l'entreprise qui est difficile aujourd'hui pour elles, qui est encore très masculin à haut niveau, sur lesquels beaucoup jettent l'éponge après 35 ans. On a évidemment beaucoup de sujets autour de la maternité que l'on traite, que l'on accompagne. On est là pour leur donner confiance, leur dire qu'elles vont y arriver. Comme un agent finalement, on est là pour les motiver. Et c'est tout ce qu'on fait au quotidien avec A Female Agency. C'est les valeurs qu'on porte aussi d'ambition, d'honnêteté, de respect, de générosité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait le succès de la boîte. Tout à fait. Ça, c'est parce qu'on a leur confiance. Donc elles nous parlent vraiment sans langue de bois de ce qu'elles vivent. Et évidemment, ça touche des sujets qui sont intimes, mais finalement, ces sujets intimes, ils devraient aussi pouvoir être exprimés dans la sphère professionnelle. On touche des sujets évidemment de maternité, mais aussi des sujets qui sont délicats, de PMA, je suis enceinte, est-ce que je peux prendre ce poste, je ne vais pas dans ce processus de recrutement parce que j'ai enfin un process de PMA qui tourne. Voilà, tous ces sujets sur lesquels vraiment les femmes, c'est encore très très tabou de parler de ces sujets-là qui touchent à l'intime, mais finalement qui touchent aussi à la sphère professionnelle. Nous, ces sujets-là, on sait bien les traiter parce que d'autres femmes l'ont vécu. Donc déjà, on est finalement un groupe aussi. On est là pour les rassurer, on est là pour leur trouver des solutions aussi. Jamais on prend des décisions qui ne vont pas dans leur sens, en fait. Mais leur dire, peut-être qu'il y a ce choix-là, peut-être tourne-toi vers elle qui a connu un petit peu le même parcours.
Donc on est là pour les aiguiller. Ces sujets qui tournent à l'intime, finalement, parfois il faut en parler et parfois il n'y a même pas de sujet. Aujourd'hui, 15 à 20% des femmes qu'on a accompagnées sont enceintes pendant leur processus de recrutement. Et souvent, c'est la première chose qui les bloque. Elles ne vont pas postuler parce qu'elles sont enceintes, parce qu'elles se disent que c'est pas possible de prendre ce poste-là enceinte. Et nous, on est là pour leur dire, en fait, il n'y a vraiment aucun sujet, même dans des entreprises très petites ou même à très très haut niveau, l'entreprise peut pallier pendant ces quelques semaines, quelques mois avec d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. Enfin, il n'y a vraiment pas de difficulté. Et souvent, en plus, on est hyper contente parce que on les suit dans leur carrière et on voit que ça se passe bien. Aucune n'a quitté l'entreprise parce que ça s'était mal passé pendant son congé maternité ou parce qu'elle n'arrivait pas à être au niveau en rentrant de congé maternité. Donc c'est sûr que la parentalité, c'est un des vrais freins aujourd'hui pour, qui de la société est vu par les femmes pour leur carrière. Mais finalement, nous, on désacralise ça, on fait tomber un petit peu les tabous. On est là pour vraiment libérer la parole, que ce soit vis-à-vis des employeurs ou vis-à-vis des candidates. Alors, Leia Capital, c'est un fonds d'investissement. Donc, on est 29 cofondatrices de ce fonds d'investissement. On a donc toutes mis de l'argent dans une société qui investit dans des projets. Leia Capital a 2 missions. La première mission, c'est de donner l'envie à plus de femmes d'investir. Et la deuxième mission, c'est d'investir dans des projets montés par des femmes. Il y a très peu de projets féminins aujourd'hui qui reçoivent suffisamment de fonds. Les dernières études montrent que 2,5% des fonds levés le sont par des projets uniquement féminins, enfin portés uniquement par des femmes. Donc voilà, nous on est là pour très tôt amener ce capital de financement aux entrepreneurs. Il faut qu'il y ait notre thèse d'investissement est assez large. On investit dans tout type de projets, tech, non-tech, ça peut être du brick and mortar, ça peut être plein de choses. Mais il faut qu'il y ait au moins 30% de femmes, ce qu'on appelle sur la cap table, donc sur la table de capitalisation. On est au deuxième véhicule. Le premier, on était donc 14 femmes qui investissaient. Le deuxième véhicule, on est aujourd'hui 29. On a encore un petit peu plus de 6 mois devant nous pour déployer ces investissements et on a fait aujourd'hui près d'une douzaine d'investissements dont on est très fiers. On n'a pas encore fait ce qu'on appelle d'exit, c'est un petit peu tôt pour nous. On a lancé les 2 fonds ces 3 dernières années. Et pour la petite anecdote, donc moi c'est un petit peu mon projet de la nuit. C'est pas quelque chose qui me rémunère, mais c'est aussi un formidable réseau. Évidemment, beaucoup de visibilité pour nos actions. Il y a beaucoup de porosité entre les activités de Female Agency et les activités de Leia Capital. C'est des projets tournés vers les femmes aujourd'hui. Et donc, j'ai déposé les statuts de Leia Capital en même temps que les statuts de Female Agency le même jour. C'était pas voulu, mais on a déposé les statuts des 2 sociétés le même jour. Je trouvais l'anecdote un peu symbolique. Et ça fonctionne super bien. Oui, et j'en parle souvent, donc de concilier carrière et maternité. J'ai encore fait un post hier parce qu'on rentre de congé tous et voilà, c'est 2 semaines avec mes enfants en même temps en train de gérer une boîte. Je pense qu'on peut tout à fait le faire et je pense qu'il faut surtout le montrer parce que aujourd'hui, de plus en plus de jeunes femmes qui nous ont approchées ou que je connais ou d'amis, il y a un sujet autour de la parentalité. Elles ne voient pas un petit peu la façon de fonctionner, elles n'ont pas de rôle modèle, elles se demandent comment elles vont pouvoir concilier maternité et vie professionnelle. Et parfois même certaines se disent ne pas vouloir avoir d'enfants parce qu'elles veulent réussir. Moi, je me dis que c'est un peu triste. Je pense qu'on peut tout à fait allier carrière et maternité. Moi, je le fais. Alexia, ma cofondatrice, le fait. On est entouré de femmes aussi entrepreneurs qui le font, ou de femmes qui sont directrices générales, qui m'entourent notamment chez Leia Capital aussi, mes cofondatrices. Et franchement, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours. C'est sûr qu'il faut s'entourer, encore une fois, mais c'est tout à fait possible. Et il faut ces rôles modèles aujourd'hui qui sont encore assez peu présents dans la sphère même médiatique. On voit peu des femmes qui parlent de leur vie personnelle ou des hommes, parce qu'encore une fois, les hommes aussi sont partie prenante de tout ça et il faut qu'ils parlent de leur paternité. Moi, j'ai un mari qui est très présent aussi. Voilà, la sphère familiale, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir montrer que c'est envisageable et surtout pour les jeunes femmes qui vont éclore et qui vont prendre ces postes à responsabilité demain.
Alors c'est un petit peu ambivalent, je pense qu'il est moins présent sur les jeunes femmes, donc on est plutôt optimiste sur la suite, Elles ont peut-être moins ce syndrome de l'imposteur et en même temps, comme je le disais, elles voient moins aussi comment y arriver. Donc d'un côté, elles sont un petit peu plus sûres d'elles, elles ont un ego qui est un peu plus assise que notre génération, que ma génération, moi j'ai presque 40 ans. Mais en même temps, elles se disent, bon bah voilà, je vois quand même pas le chemin pour y arriver. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu différent. Il est encore là, mais d'une manière un peu détournée. Elles voient quand même pas bien quel va être le chemin tracé par leurs aînés pour pouvoir exceller. Et c'est aussi ça. Alors moi, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant mes interventions. L'importance de s'entourer et du réseau et des clubs d'affaires dès l'entrée dans la vie professionnelle. Et je le dis parce que moi, je ne l'ai pas fait assez tôt. Je ne me suis pas assez intéressée à toute l'importance du réseau. On nous en parle en école, on nous en parle un petit peu partout. Mais comment ça marche, comment on le fait? Eh bien, il y a plein de possibilités et il faut le faire très rapidement parce qu'en fait, beaucoup de choses se passent hors de la sphère de l'entreprise pendant ces clubs d'affaires, pendant ces rencontres, pendant ces temps de networking. Et quand on n'a pas d'enfants, finalement, c'est encore plus simple de le faire. Donc, profiter du début de la vie professionnelle pour se développer un réseau et justement peut-être voir cette voie, la voie qui est possible, trouver ses mentors, trouver des rôles modèles pendant ces rencontres, pendant ces clubs d'affaires, c'est important. Et ça permet aussi de ne pas développer ce syndrome de l'imposteur, d'avoir des modèles et de se dire « Ok, très bien, moi aussi, si je développe telle compétence, eh ben, je vais pouvoir atteindre tel poste. » Ça asseoir un petit peu plus sa légitimité. Alors l'intelligence artificielle est dans nos vies, va l'être de plus en plus. Je pense qu'il ne faut absolument pas en avoir peur. Je pense qu'il faut absolument pouvoir l'utiliser dès maintenant. Hein. Monter dans le train de l'IA aujourd'hui, c'est une nécessité pour tout le monde. Qu'on soit un recruteur, qu'on soit une candidate, qu'on soit à n'importe quel poste finalement, il faut pouvoir appréhender ces outils-là. Donc non, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. L'utilisation qui va en être faite par métier doit être, à mon avis, encadrée. C'est sûr que ça ne va pas, heureusement, tout remplacer. Le recrutement, c'est quand même une affaire d'humain vers des humains. Un projet d'entreprise et les valeurs qu'incarne une entreprise, malgré tout, c'est très délicat et difficile de pouvoir le transmettre à une intelligence artificielle malgré tout ce qu'on peut dire. C'est souvent de l'ordre de l'intangible en fait. Aussi bien, je pense qu'on pourra screener des parcours et se dire tiens, telle personne a plutôt un background orienté, voilà, IT, finance, avec tant d'années d'expérience dans telle taille de boîte. Et c'est déjà le cas, hein. LinkedIn va sortir bientôt beaucoup d'avancées voilà, avec de l'intelligence artificielle sur le screening des profils. Voilà, on s'est intéressé évidemment au sujet avec Female Agency. Ça va accompagner le sourcing des profils, mais en aucun cas ça ne pourra remplacer les contacts que l'on peut avoir, le travail de fond que l'on fait sur des soft skills notamment, puisque c'est vraiment les compétences qui vont servir aussi dans ces postes à très haute responsabilité. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir les utiliser parce que ça va faire gagner du temps, c'est une évidence. En revanche, je pense que ça ne tuera pas des métiers, ça va aussi permettre l'éclosion de nouveaux métiers. Il faut plutôt se pencher sur la suite de l'histoire et quel nouveau métier approcher avec ces nouveaux outils, que plutôt se dire ok, mon job est terminé, l'intelligence artificielle va le remplacer, pas du tout. Il va nous faire gagner du temps et pouvoir mettre notre temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Monter ma boîte,
au-delà de faire mes enfants. Voilà, je suis hyper fière d'avoir monté cette boîte avec Alexia il y a 3 ans. C'était un pari parce que je n'avais jamais été entrepreneur avant. C'était aussi un pari parce qu'on mettait quand même un pavé dans la mare, hein. On était post-MeToo déjà sur la première vague et les femmes, la parole des femmes commençait à se libérer. On a été je pense, assez audacieuse d'utiliser les réseaux sociaux tout de suite. On a monté un Instagram qui existe toujours, qui s'appelle le Female Agency, sur lequel on a eu beaucoup de traction. On a eu des médias très rapidement. Finalement, on a monté cette marque très forte, avec des convictions aussi assez engagées. Féministe évidemment, mais sans non plus vouloir le remettre sur le devant de la scène en permanence, parce qu'en fait, oui, ce sont des femmes, mais finalement, on n'en parle plus après. En fait, ce sont avant tout des super talents qui méritent d'avoir leur place dans les plus belles entreprises aujourd'hui. Donc oui, je suis très très fière de ce qu'on a monté avec Alexia. Je suis aussi évidemment très fière des talents. On a une 50aine de femmes qui ont rejoint des postes à responsabilité et donc qu'on suit évidemment dans leur carrière. Je suis fière des résultats qu'on a eus. C'était la décision une des décisions les plus difficiles à prendre, parce qu'évidemment c'est un risque de monter sa boîte. Il y a des risques que ça ne fonctionne pas, et en même temps c'était le meilleur moment pour moi. L'erreur que je ne referai plus, c'est pas lié à Female Agency, mais c'est plutôt lié à mon autre boulot de la nuit d'investisseuse avec Lelia Capital. Je n'investirai plus dans un entrepreneur qui n'écoute pas. On parlait des qualités d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur. L'écoute, c'est super important. Et j'ai en effet perdu un petit peu d'argent avec un entrepreneur qui n'écoutait pas. Donc l'écoute, ça reste une qualité qui est primordiale d'ailleurs dans tout type de poste. Savoir écouter, savoir douter, savoir remettre en question ses certitudes. C'est pour ça que nous, on s'entoure en permanence. Avec Alexia, on prend du temps aussi pour écouter des gens qui l'ont fait, ou qui ont revendu leur boîte, ou qui font du service. Voilà. Je pense que l'écoute, c'est primordial, et je n'investirai plus dans un projet où je trouve que l'entrepreneur n'écoute pas assez. Savoir s'entourer. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et c'est vrai. Mais en fait, qu'on soit même salarié ou entrepreneur, on n'y arrive jamais seul. Même si on est solopreneur ou qu'on est à la tête d'une direction, on n'y arrive pas tout seul. On est quand même des animaux grégaires. Et d'ailleurs, c'est pareil sur la famille, on n'y arrive pas non plus tout seul. Même les mamans solo, les papas solo, il faut savoir s'entourer d'amis, de familles, de partenaires, de gens qui vont vous aider. Et pourquoi ils vous aident? Il y a toujours un retour d'ascenseur, hein, c'est toujours intéressé quelque part, ou en toute amitié. Parfois c'est en toute amitié et c'est encore mieux, mais voilà, je pense que de savoir s'entourer, de comprendre l'intérêt de se dire en fait j'ai besoin d'aide, et c'est bien d'avoir besoin d'aide, et c'est bien d'embaucher des gens qui sont meilleurs que soi sur certains jobs, de prendre des freelances, voilà, de s'ouvrir en fait, de ne pas rester en vase clos, parce qu'on tourne en rond, et c'est souvent ce qui fait péricliter aussi des projets. Donc voilà, ne pas hésiter à s'entourer. Je le disais, c'est savoir s'entourer. Donc c'est le premier conseil. De partenaires, de gens qui peuvent accompagner la croissance de la boîte. Ça, c'est important. C'est aussi, je pense, d'être optimiste. Ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein, parce qu'il arrive tous les jours des contrariétés, hein. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est quand même des hauts et beaucoup de bas. Donc les montagnes russes aussi, c'est vrai. Donc savoir s'entourer, plutôt optimiste, et je dirais aussi ce sens de l'écoute. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, mais savoir écouter. Sa cofondatrice évidemment, donc ses cofondateurs. Nous, on passe beaucoup de temps à échanger, on est un binôme, donc c'est hyper important, et on a des compétences qui sont bien établies. Donc l'écoute, c'est primordial. L'écoute de ses clients, nous, l'écoute de nos talents, évidemment. On les a au téléphone tout le temps, par message, par mail. On les invite. Finalement, notre positionnement, à chaque fois, il a été
il a été ancré non pas par nos propres certitudes, mais vraiment c'était ce qu'on appelle un feedback, un retour du marché. Et le marché pour nous c'est nos talents, nos clients. Donc c'est peut-être très simpliste, mais finalement ne pas se lancer tête baissée avec un produit sur un marché dont on ne connaît pas le besoin, c'est vraiment la première qualité d'un entrepreneur. Alors moi, je suis très optimiste sur ce qui se passe en ce moment, en tout cas pour les femmes, pour le droit des femmes. Depuis quelques années, la parole s'est libérée. Je suis très fière de faire partie de cette société, de femmes qui disent quand les choses ne vont pas, aussi bien sur les violences faites aux femmes que voilà, sur les inégalités de salaire sur lesquelles nous on travaille. Cette parole qui se libère, pour moi, c'est une société qui va bien, c'est une société sur laquelle on va pouvoir aussi travailler, évoluer. Et voilà, je suis vraiment fière de mettre notre petit voilà, grain dans ce système aussi et qui évolue. Donc un mot pour la fin, c'est vraiment de se dire que ça va pour le mieux. C'est pas si long finalement, on a fait des énormes progrès depuis les années 50 et on a une belle accélération ces dernières années. Donc un mot pour la fin, soyons optimistes, soyons courageuses parce que c'est des efforts et c'est pas toujours simple et entraînons-nous. Voilà.